Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. Dans l'actualité de ce lundi, l'onde de choc chez la communauté layène. En 24 heures, le khalife général lui-même alité, père, sa fille aînée et 2 de ses autres enfants. Ils ont été enterrés au mausolée Seydina Issa Laye de Cambérène. La communauté layène s'est réveillée stupéfaite. La polémique enfle après la publication du rapport attribué à l'Organisation internationale du travail. Le ministre du Travail remet en doute l'authenticité du rapport qui stipule que le Sénégal occupe la 3e place des 10 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé. Quelle est la crédibilité, quelle crédibilité donner à ce rapport? Quels sont les vrais chiffres du chômage au Sénégal? On vous explique tout dans cette édition. Et puis l'actualité de ce lundi, c'est aussi Serigne Mbaye Thiam qui ne cache plus son ambition de succéder à Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. Le Parti socialiste dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye par intérim. L'intérim doit avoir une fin, a déclaré le secrétaire national aux élections du PS, Serigne Mbaye Thiam. Le duel sera-t-il évité? Éclairage à suivre. Et puis en Guinée, Cellou Dalein Diallo s'est déclaré vainqueur de la présidentielle. Je sors victorieux de cette élection dès le premier tour, a déclaré le leader de l'UFDG. Déclaration suivie d'une mise en garde de la Commission électorale nationale indépendante. Dans un communiqué, la CENI affirme que seul le président Cabinet Cissé est habilité à proclamer les résultats provisoires dans les 72 heures. C'est un vrai coup dur pour la communauté layène. En 24 heures, le khalife général des Layènes a perdu 3 de ses enfants, tous victimes d'une mort naturelle. Ils ont été enterrés ce matin au mausolée Seydina Issa Laye à Cambérène. Ce lundi 19 octobre 2020, 3 fils du khalife Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye ont été rappelés à Dieu. Ils étaient tous malades depuis un bon moment et le bon Dieu en a décidé ainsi. Ils sont décédés le même jour, c'est-à-dire ce lundi, à l'instar de Seydina Issa Rouhou Laye, rappelé à Dieu un lundi 21 août 1949. Le khalife général des Layènes est en deuil, la communauté layène également, mais aussi la Oumma islamique. Nous prions pour le repos de leur âme. Et rappelons que le khalife El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye est lui-même alité, malade depuis quelques années maintenant. Dans un tweet, le chef de l'État, Macky Sall, présente ses condoléances au nom de la nation au khalife et à toute la communauté layène.
Sur le front du coronavirus, 2 décès et 14 Covid+, sont rapportés. Aujourd'hui, 5 personnes développent une forme grave de la maladie. Et puis retenez également à propos des restrictions liées toujours à la lutte contre la propagation de la maladie. Le ministre de l'Intérieur a prorogé de 3 mois l'arrêté portant interdiction des rassemblements dans les lieux publics et est également prorogé de 3 mois l'arrêté prescrivant le port de masques dans les lieux publics et privés. Venons-en à ce rapport de l'Organisation internationale du travail qui irrite les autorités sénégalaises. Cette étude révèle que le Sénégal occupe la 3e place des 10 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé avec un taux de 48%. Le ministre du Travail nie farouchement ce chiffre. Samba Sy émet des réserves sur l'authenticité de ce rapport attribué à l'OIT. Selon lui, le taux de chômage au Sénégal n'est que de 16,9%. Alors, quelle est la réalité sur le terrain? Élément de réponse, Aminata Mbaresso et Diafaraba. Entre ses mains, une pile de dossiers, des CV en attente d'un emploi. Yves Allé porte la voix des diplômés sans emploi du Sénégal, une association créée en 2011 et qui compte environ 7000 membres à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000 membres répertoriés. Je ne parle pas des sympathisants et autres. Nous sommes à plus de 7000 membres répertoriés. Et parmi ces 7000, les diplômes démarrent à partir du bac. Nous avons quelques échecs dans nos politiques d'emploi qu'il faut corriger impérativement. Je crois qu'aujourd'hui, nous enregistrons une arrivée très importante de jeunes sur le marché du travail. On l'estimait à 300 000 jeunes qui arrivaient sur le marché du travail. L'ensemble des chômeurs de ces pays constituent notamment plus de jeunes. 25% des chômeurs sont des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans. Quelques chiffres sur le sous-emploi des jeunes dans un contexte où le Sénégal est classé 3e par l'Organisation internationale du travail par rapport à un taux de chômage estimé à 48%. Ce qui inquiète, c'est que malgré tous les efforts qui sont consentis dans les politiques d'emploi, dans les institutions de promotion d'emploi des jeunes, on note, et ça c'est au su et au vu de tout le monde, un chômage très chronique et très exacerbé chez les jeunes. Alors, ce qu'on attend de la part peut-être des décideurs, c'est d'apporter les correctifs. Des corrections qui doivent avoir comme fondement l'adaptation des offres de formation à la demande du marché. Nous avons des dizaines et des dizaines de médecins parmi nous qui chôment. Nous avons des dizaines d'infirmiers, de sages-femmes, d'informaticiens. Donc, qu'on ne nous parle pas qu'ils n'ont pas de qualification. Et cela dénote encore un peu de cette dichotomie ou de cette désarticulation entre nos formations et nos capacités d'absorption, n'est-ce pas, de nos diplômés. Alors, c'est bon d'être diplômé, mais diplômé à faire quoi? Ça aussi, c'est la grande question. Et le diplôme intègre le savoir-faire, le savoir-être, mais le savoir-faire. Alors, sur ces questions-là, je crois que nous avons encore des problèmes vraiment d'harmoniser, n'est-ce pas, nos formations aux attentes du marché. Autre facteur soulevé par nos interlocuteurs, la politisation de certains recrutements et le financement des projets des jeunes. Merci Aminata. Et puis poussée de colère au port autonome de Dakar, commerçants, transitaires et autres industriels se liguent contre les armateurs qui auraient augmenté le prix du transport des conteneurs. Ces transitaires font appel aux autorités pour régler ce différend. Ils n'excluent pas de paralyser le port autonome de Dakar, suivant leur porte-parole Étienne Sarr. Que tu as rencontré depuis avant la Covid et durant la Covid-19, on s'est rendu compte que seuls ces derniers n'ont pas été respectés par tout l'environnement portuaire, à commencer par l'autorité portuaire qui devait être le port autonome de Dakar. Toutes les compagnies maritimes ici à Dakar, au Sénégal, tous les consignataires et DP World. On ne peut pas comprendre que ces derniers, en se bunkerisant, laissent nos agents dehors durant des jours pour soit payer au niveau des banques très limités pour faire les opérations ou bien avoir des BAD avec ces compagnies maritimes. Parce que comme on le dit tous les jours, toutes les guerres ont été négociées autour d'une table après. Donc nous en sommes en appel à toutes les autorités de ce pays
afin qu'on n'en arrive pas à ça. La colère gronde également à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 48 heures de grève décrétées par l'amicale des étudiants de la faculté des sciences et techniques. À l'origine de la colère des étudiants, des problèmes d'ordre pédagogique mais aussi social, suivant les précisions de leur porte-parole avec Aminata Mbarisso. Nous avons décrété un mouvement de grève qui durera 48 heures à compter ce matin. Parce que nul n'est sans savoir que mardi 13 octobre passé, nous avons eu à mettre en place une assemblée de délégués qui représentait les 52 délégués, les 52 étudiants, les 52 délégués qui représentaient les 15 000 étudiants de cette dite faculté. Et nous avons eu à souligner un certain nombre de problèmes qui gangrènent notre faculté et notre système d'enseignement. À savoir, en premier lieu, nous avons souligné l'environnement de la faculté qui est déplorable. En deuxième lieu, nous avons eu à parler aussi sur le problème des masters d'enseignement qui tardent à avoir leurs notes. Et nos étudiants de la licence 3, dont le second semestre devront être commencés au mois de décembre, chose déplorable. Parce que durant ce moment, une fois que ces étudiants-là ont eu leur licence, ils ne pourront pas accéder au niveau des masters dans les institutions, dans les instituts et écoles privées. Face à l'ensemble de ces fléaux, nous avons eu à déposer un préavis de grève au niveau de notre administration pour leur mettre dans le bain, pour leur faire parvenir de ce qui se passe au niveau de notre faculté. Mais nous avons constaté que cette administration nous a donné une sourde oreille par rapport à nos problèmes. Et puis je le disais en titre en politique, le poste de premier secrétaire national suscite des convoitises au Parti socialiste. Vous le savez, depuis la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, c'est Aminata Mbengue Ndiaye qui assure l'intérim depuis 15 mois maintenant et ça commence à geindre dans les rangs du parti. Serigne Mbaye Thiam, secrétaire national aux élections, ne cache plus son ambition de diriger les socialistes. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Diafara Ba. Les déclarations de Serigne Mbaye Thiam sont inopportunes et inélégantes. C'est la conviction de Gorgui Ciss. Pour la maire de Yène, le ministre de l'eau n'a pas le meilleur profil pour être le secrétaire général du Parti socialiste. Je pense que quand on a été le premier à proclamer Aminata Mbengue Ndiaye comme successeur de Tanor avec plein pouvoir, je crois qu'on doit être le dernier à lui mettre la pression pour organiser un congrès. Leadership en politique ne se décrète pas. Un leadership en politique se construit et doit s'adosser sur un certain nombre de critères, parmi lesquels il y a le charisme, ensuite la représentativité populaire, mais également on doit avoir une légitimité historique. Personnellement, je ne crois pas que Serigne Mbaye Thiam soit le meilleur candidat. Pour le professeur de droit Iba Barry Camara, le chargé des élections du PS est dans son droit s'il n'a pas des idées inavouées. Maintenant, c'est tout à fait normal. En fait, s'il est intéressé, rien ne s'oppose à ce qu'il vienne. Maintenant, c'est un appel au pied. Il a toujours soutenu que, en fait, il voudrait toujours être et travailler avec le président Macky Sall. Et quand on sait que depuis le décès de Feu Tanor Dieng, eh bien, le Parti socialiste a voulu justement plus être simplement un parti en fait de contribution ou bien d'accompagnement. Une situation qui peut créer un malaise au sein du Parti socialiste après le feuilleton Khalifa Ababacar Sall. C'est-à-dire, ça ne peut pas créer un malaise si tout le monde se soucie de l'intérêt du parti et du respect de nos textes, notamment les statuts. Mais si nous voulons aller en congrès, je pense que nous devons agir en responsable. Nous retrouver, en discuter et arrêter dans le cadre d'un consensus très large, donc des échéanciers. Et je pense que le parti est dans cette logique. Que ça soit direct ou bien indirect, il va sans dire que, en fait, il y aurait donc quelques frictions. Et chacun vous devrait battre campagne pour être simplement élu à la tête justement de ce parti-là. Pour la limitation de l'intérim, Gorgui Ciss précise qu'aucun texte ne prévoit un tel cas de figure. Donc Aminata Mbengue Ndiaye peut être maintenu au poste jusqu'au congrès sans être inquiété.
Merci Pape Farah. Bonne nouvelle pour les sinistrés des inondations à Fatick. Ils vont bénéficier d'une assistance de la part du gouvernement, comme promis. Les bénéficiaires sont ciblés principalement dans les communes de Palmarin, Fatick, Sokone et Passy. Les détails avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Du Sénégal, à Fatick également, les impactés des inondations seront appuyés par l'État. Plus de 1000 ménages de la région vont bientôt recevoir du matériel et de l'argent. Il y a un appui qui est destiné aux personnes sinistrées, un appui en termes de ciment, de zinc, de matelas, mais également un appui qui va peut-être venir non pas du niveau régional mais du niveau national, parce que nous avions un nombre initial d'environ 1000 ménages. Connaissant la situation de ces personnes qui sont très touchées, ces personnes-là commenceront bientôt à toucher leur dotation en ciment, mais en zinc et autres fournitures qui sont prévues dans ce sens-là pour les soulager. Et dans la région, ce sont les communes de Fatick, Sokone, de Palmarin et de Passy qui sont les plus touchées. Mais une grande quantité des eaux des pluies a été déjà évacuée grâce à des moyens mobilisés par l'État et des opérations de saupoudrage sont prévues en prélude à l'ouverture des écoles. Nous avons pu voir les efforts déployés par les services de l'État. Il convient aussi de faire constater qu'avec le plan Orsec régional, il y avait des travaux de drainage des eaux au niveau de la commune de Fatick, au niveau de Palmarin, de la commune de Palmarin et des communes de Sokone et Passy. Les travaux sont en cours avec la brigade régionale d'hygiène. Il y a des opérations de saupoudrage qui ont démarré dans certaines communes les plus impactées avec la rentrée des classes qui se préparent. Les élus locaux comptent aussi être aux côtés des impactés de ces inondations pour les soulager. Nous travaillons ensemble dans le cadre d'un comité régional et le conseil départemental de Fatick est membre. Nous gérons ensemble cette situation concernant l'appui de l'État, mais nous préconisons très prochainement, voire dès l'année prochaine, comment prendre des dispositions nécessaires pour véritablement apporter une solution à cette situation. Une délégation de parlementaires a effectué une visite dans les sites de Palmarin et de Fatick. L'objectif était de s'enquérir de la gestion des inondations dans la région de Fatick. Et puis le ministre de l'Agriculture magnifie la bonne qualité des semences et engrais distribués cette saison. Moussa Baldé a visité des champs de sorgho à Pointe-Sarène. Au passage, il a réglé quelques comptes politiques. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Dans un champ de sorgho de 68 hectares, le ministre de l'Agriculture répond à Ousmane Sonko qui qualifiait de mauvaise la qualité des semences. Ils auraient dû nous demander des semences. Nous, on aurait donné vraiment des semences certifiées de qualité. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris leurs semences, mais en tout cas, tout le monde reconnaît cette année. Il suffit de se promener pour voir le paysage de la campagne sénégalaise. Quelqu'un m'aurait même dit, est-ce que cette année, il n'a pas plu aussi de l'engrais ? Parce que les champs sont beaux. Après avoir magnifié la démarche du ministre de l'Agriculture, les producteurs de semences n'ont pas manqué d'évoquer leurs problèmes. Les terres ne sont pas accessibles parce que avec le tourisme qu'il y a à Pointe-Sarène, son Excellence le président Abdoulaye Wade avait sur les 1478 hectares attribués à la SAFCO, toutes les terres de culture de Pointe-Sarène sont dedans. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas où cultiver. C'est des arrangements que nous faisons avec les forestiers. Et pour atténuer ces problèmes, la mairie de Malicounda promet d'ouvrir des discussions afin de développer l'agriculture dans la zone. Nous avons déjà accompagné les paysans au niveau du bassin de rétention lorsqu'il y a eu des difficultés. Mais je crois qu'on va discuter, on va ouvrir en tout cas des discussions avec les techniciens qui encadrent ces agriculteurs et ces agriculteurs eux-mêmes pour qu'au niveau du conseil municipal que l'on voit dans quelle mesure on peut accompagner en tout cas faire de meilleurs résultats dans ces champs. Ces agriculteurs de Pointe-Sarène espèrent que la campagne de commercialisation sera aussi bénéfique que la campagne agricole. Après son rapport intitulé Mal de mer, Greenpeace enfonce le clou. L'ONG demande au ministère des Pêches et de l'Économie maritime de publier la liste des bateaux, des navires ayant bénéficié de licences de pêche au Sénégal. L'ONG dit avoir recensé une centaine de bateaux étrangers qui pillent les ressources de nos pays. Suivant là-dessus, le docteur Ibrahima Sissé, responsable campagne Océan chez Greenpeace, il était l'invité de la matinale de TFM. Et entre 2012 et maintenant, il y a eu des octrois de licences qui, selon nous, n'ont pas suivi les règles. Parce qu'on ne peut pas geler la pêche artisanale
et en même temps permettre à des bateaux étrangers, en tout cas à des bateaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, d'augmenter leur nombre et d'arriver à on est presque à 200 bateaux, alors qu'ils étaient à une centaine en 2012. Pour le cas des Fuyuan-Yu, c'est une série de mesures qui ne datent pas seulement de cette année. Nous pensons qu'il y a au moins 3-4 ans durant lesquels il y a eu des navires qui ont été autorisés à pêcher et qui ont pris le drapeau sénégalais. Et ces navires-là, pour qu'on ait une visibilité et qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé exactement, il faut que cela soit publié. C'est pour ça qu'on demande la publication des listes qui permettra à tous les Sénégalais de savoir qui pêche au Sénégal, quand est-ce qu'on lui a attribué les licences, qui était dans les commissions d'attribution, est-ce que les règles ont été respectées. La publication des listes, les usines de farine de poisson, nous avons entendu les réponses du ministre, mais nous attendons toujours un arrêté qui suspend définitivement l'octroi des nouvelles licences. Le dernier point, plutôt, c'est comment on doit faire pour aujourd'hui protéger les femmes transformatrices. Parce que protéger le Tchéboudian à l'UNESCO, ou en tout cas au niveau global, et ne pas avoir de yaboy ni de ketchar, c'est un problème. Notre reportage du jour nous mène à Kédougou. 18 ans après sa construction, à quoi ressemble l'hôpital de Ninifécha? Le délabrement de l'établissement hospitalier s'accélère et tenez-vous bien, ce bijou d'alors est devenu un refuge de serpents. 18 ans après, Ninifécha se meurt. Reportage édifiant d'Ibrahima Diabarate. 18 ans après son ouverture, l'établissement de santé financé par la fondation de l'ex-première dame Viviane Wade est dans un état de délabrement avancé. De niveau 1, l'hôpital de Ninifécha est passé à un poste de santé dépourvu de tout. Les quelques rares personnels trouvés sur place sont exposés quotidiennement à des dangers, notamment au niveau de la maternité où l'unique sage-femme partage la salle d'accouchement avec des serpents. Il y a tellement de serpents à Ninifécha, on fait des accouchements avec des cobras. Ça c'est difficile, j'en ai rencontré une, ça n'est même pas 2 mois. Dans la salle d'accouchement, 2 cobras. Au niveau de la salle d'accouchement, je fais l'accouchement. Il y a le nouveau-né, il y a la mère qui est sur la table, il y a les prestataires qui sont là-bas, c'est risqué. En plus de ces difficultés, les accouchements se font à l'aide de torches à cause du manque d'électricité. On fait les accouchements avec les torches. On fait les accouchements avec les torches parce que le maire nous avait donné des batteries, mais il n'y a pas de soleil pendant l'hivernage. Donc ces batteries ne chargent pas. Donc, les raisons d'une telle situation sont liées en grande partie au manque d'électricité d'une part, mais aussi et surtout au déficit notoire de personnel. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que d'abord, il n'y a pas l'électricité. De deux, il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas encore de médecin. S'il n'y a pas de médecin, il ne peut pas y avoir un hôpital. Parce que le matériel qui est là-bas, un infirmier ne peut pas utiliser ça. Il y a des services qu'un infirmier peut faire, alors qu'il y a des services que ce n'est que le médecin qui peut faire, le docteur. Donc c'est pourquoi il n'y en a plus maintenant d'hôpital, c'est devenu un poste de santé. En attendant l'obtention de l'électricité, le personnel sanitaire du poste de Ninifécha fait avec des torches durant les accouchements nocturnes. Merci Ibrahima. Et puis l'autre grand titre de cette édition en Guinée, 24 heures après la présidentielle, Cellou Dalein Diallo se déclare vainqueur de l'élection. Malgré les anomalies qui ont entaché le scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour, a déclaré le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée au cours d'un point de presse cet après-midi à Conakry. Dans la foulée de cette déclaration, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a publié un communiqué pour mettre en garde contre toute annonce de résultats de la part des candidats. Le président de la CENI, Cabinet Cissé, est le seul habilité à rendre publique la totalisation globale des résultats provisoires dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Et puis en Côte d'Ivoire, la tension monte à moins de 2 semaines de la présidentielle. Là-bas, une personne est morte et plusieurs blessés ce lundi au cours des manifestations de l'opposition. Des manifestations de rejet de la candidature du président sortant Alassane Ouattara en 3e mandat. Les manifestants accusent les forces de l'ordre d'être responsables. Rappelons qu'hier, la résidence de Pascal Affi-N'Guessan a été incendiée suite à son appel à la désobéissance civile. Et puis en sport, début du Final 8 de la Coupe de la Confédération africaine de football, annuellement
actuellement au Maroc. Ouverture du marché des transferts dans le basketball sénégalais ce lundi, et puis le Sénégal qualifié à l'Afro-Basket féminin 2021 sans passer par les éliminatoires. Au menu du round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Basketball pour débuter. Le Sénégal est qualifié à l'Afro-Basket féminin 2021. Une décision de la FIBA qui annule les fenêtres des éliminatoires prévues en novembre. Outre le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique et le Mali sont également qualifiés à la compétition du 17 au 21 septembre 2021 dans un pays qui reste à être désigné. Ballon orange toujours, le marché des transferts du basketball sénégalais est ouvert ce lundi. Cette période dédiée aux mutations, aux démissions et aux prêts des joueurs entre les clubs se termine le 19 janvier 2021. La date de clôture du dépôt des licences est elle fixée au 30 avril 2021, alors que le démarrage de la saison est prévu le 19 décembre prochain. En attendant, la Fédération sénégalaise de basketball a nommé Jacques Ndiaye, président de Louga Basket Club, coordonnateur des équipes nationales U18. C'est en perspective de l'Afro-Basket de la catégorie prévue en Égypte du 4 au 13 décembre prochain. Pour le moment, l'instance fédérale compte engager seulement les filles, faute de moyens. En football, les dates de la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau des éliminatoires de la CAN 2021 sont connues. Pour la marche aller, c'est le 11 novembre prochain au stade Lat Dior de Thiès et le retour, c'est 4 jours plus tard à Bissau. En Afrique, le Final Four de la Coupe de la Confédération africaine de football a débuté ce lundi au Maroc. En cours, le duel 100% marocain Renaissance Berkane à Sagna Agadir pour la première demi-finale à Casablanca. La suite, c'est ce mardi avec l'affiche Pyramids d'Égypte face à Oroya de la Guinée à 19 h au stade Moulay Abdellah de Rabat. Les demi-finales allées de la Ligue des Champions se sont déroulées ce week-end. Avantage aux clubs égyptiens. Al-Ahli de l'attaquant sénégalais Aliou Badji est allé battre Wydad de Casablanca 2-0. Zamalek est aussi revenu de son déplacement au stade de Raja Casablanca avec le succès 1-0. Les matchs retour sont prévus les 23 et 24 octobre prochains. Merci, cher Tidiane. PSG Manchester United, une des affiches inaugurales de la Ligue des champions européenne qui démarre ce mardi et mercredi, un début d'exercice 2020-2021 marqué par le retour de spectateurs en tribune. 32 équipes sont en lice pour cette nouvelle édition dont la finale est prévue à Istanbul en Turquie. Ibrahim Akan. 2 mois après la finale de Lisbonne, la Ligue des champions reprend ses droits mardi et mercredi. Et pour la première fois depuis février, les spectateurs vont faire leur retour en tribune, mais en nombre restreint en raison de la pandémie. Entre autres affiches inaugurales, le choc entre le Paris Saint-Germain, vice-champion d'Europe, et Manchester United d'Edinson Cavani pour son grand retour au Parc des Princes. Le tenant du titre, le Bayern de Munich, joue mercredi contre l'Atlético de Madrid. La Juventus de Turin, elle, se déplace à Kiev pour y défier le Dynamo, mais sans sa superstar, Cristiano Ronaldo, positif au coronavirus. À rappeler que la C1 redémarre alors que la Covid-19 continue sa propagation qui n'épargne pas certains joueurs, une situation qui menace la bonne tenue des rencontres, mais l'UEFA se dit toutefois convaincue que l'édition pourra se jouer dans son intégralité dans le format actuel et avec la finale à Istanbul. À signaler que si une équipe est dans l'impossibilité d'aligner au moins 13 joueurs dont un gardien parce qu'une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine, la rencontre sera reprogrammée. Toutefois, si elle s'avère impossible avant la fin de la phase de groupe, le club défaillant perdra sur tapis vert 3-0. Généralement disputée entre septembre et décembre, la phase de groupe pour l'exercice 2020-2021 se joue sur 50 jours avec 6 journées au programme d'ici au 9 décembre, soit des rencontres toutes les semaines, à l'exception de la trêve internationale prévue en novembre. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec Madame Aram Touré. C'est à vous en compagnie de Pape Djibril Fall. Vous recevez le professeur Mamadou Aliou Diallo. C'est à vous.